Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de jeux vidéo, de cinéma, de littérature et même de séries télé. Dis mon nom. Pardon ? Dis mon nom. Walter White ? Bienvenue dans la légende de Breaking Bad. Et oui, vous l'avez compris, pour parler de Breaking Bad, j'ai un plateau de choix, non plus avec Walter White, parce qu'il a dû s'éclipser, mais avec Aurélia, cofondatrice de Seriously.com. Bienvenue à nouveau. Hello, merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Eh bien, avec plaisir. À côté de toi, Marc-Aurèle de Cinésérie.com. Bienvenue. Bonjour, merci. Content de t'avoir avec nous pour ta première chez nous. Hein. Tout à fait. Mais merci, je suis c'est un ravi. sujet sur lequel il fallait que tu sois là. Ouais. À côté de toi, Alison, cofondatrice également de Seriously.com. On ne vous avait pas réunis depuis l'excellente émission The Office. Ouais. Donc, bienvenue à nouveau. Merci. Eh bien, avec plaisir. Alors, on va se régaler, on va pas se mentir. Hein, Breaking Bad, je pense que ça a fait l'unanimité chez nous et même dans le monde entier. C'est une série qui a marqué son temps, qui continue à le faire. Et on va parler notamment, on va commencer avec évidemment celui qui est à la tête de ce chef-d'œuvre, Vince Gilligan. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter qui est Vince Gilligan ? Parce qu'on parle souvent de Breaking Bad, des acteurs, etc. Peut-être un peu moins de celui qui est derrière cet éclair de génie, quoi. C'est ça. Je pense qu'en fait, Vince Gilligan, on peut le décrire comme un génie, parce qu'au niveau de l'écriture, c'est quelqu'un qui sait très très bien raconter les histoires. Et pour le coup, lui, il a commencé, en 93, il a signé un de ses premiers scénarios pour un film qui s'appelait Mise à feu, où on retrouvait un peu déjà sa patte. Voilà, on est entre l'humour et le drame. On suit deux frères qui ont des dons de pyrokinésie et qui sont amoureux d'une pyromane. Donc il y a cette espèce d'absurde qu'on retrouvait déjà. Mais là où sa carrière, en tout cas à la télévision, commence vraiment, c'est avec X-Files, parce que lui était fan de X-Files, en fait. Et via son agent, il arrive à se rapprocher de Chris Carter. Parce que son agent était le beau-frère, le beau-frère de la femme de Carter. Voilà, en tout cas, c'était lié. C'est Hollywood. Hein. Bon, on va dire que tout le monde se connaît de près ou de loin. Et il a réussi donc à se faire embaucher au début en tant que freelance sur X-Files. Il a commencé à écrire des épisodes qui sont quand même très vite. Ils se sont fait remarquer. Il y a la Fox qui n'a pas trop aimé certains, qui voulait les censurer, dont un qui est devenu très culte qui s'appelle Autosuggestion. Et c'était toujours des épisodes un peu spéciaux, quoi. C'est ça, voilà. Vraiment, en fait, quand aujourd'hui on a vu Breaking Bad et qu'on revoit X-Files, je pense qu'on peut reconnaître certains des épisodes signés Vince Gilligan dans l'écriture ou même la réalisation pour certains, le côté un peu western, etc., qui lui tient à cœur. Et effectivement, il a aussi offert un rôle à Bryan Cranston dans l'épisode qui s'appelait Drive. En français, il me semble que c'est Poursuite. C'est ça, ouais. Qui avait aussi beaucoup fait parler, parce que justement, le personnage de Bryan Cranston était assez incroyable là-dedans. Et c'est là d'où remonte la rencontre entre Vince Gilligan et Bryan Cranston. On va y revenir un petit peu plus tard. Et après X-Files, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il y a un certain nombre d'années qui passent entre Breaking Bad et X-Files. Ça fait Marc-Aurèle. Il y a le spin-off d'X-Files, une saison. Qui est passé inaperçu en France. Hein. Complètement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un spin-off d'X-Files qui était même un peu humoristique. Voilà. Et qui s'arrête sur un gros cliffhanger d'ailleurs. Et du coup, comme lui, il était un peu frustré de ne pas donner un peu une fin au moins à sa série, parce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, on lui a quand même offert une conclusion dans X-Files ensuite pour les pauvres Lon Goodman, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Il n'a pas pu finir effectivement cette série qui a été annulée très vite. Mais c'était, on va dire, c'était un pari très risqué, parce que eux trois, ils nous faisaient beaucoup rire dans X-Files. De là à suivre une série sur eux, c'était pas sûr. Après, pour le côté assez... on était dans le complot, etc. Il y avait plein de trucs. Il a quand même trouvé plein d'histoires à raconter avec ça. Mais je pense que la fanbase X-Files avait déjà envie de savoir ce qui allait se passer avec Mulder, sa sœur, les aliens. Et du coup, peu ont suivi les pauvres Lon Goodman. Oui, clairement. Donc il y a ce spin-off. Et ensuite, il continue à être scénariste ? Oui, mais il y a moins de succès, moins de travail, on va dire, que sur X-Files. Il y a le cinéma, puisqu'il y a Hancock, dont il est le scénariste, un peu plus tard. Avec Will Smith. Oui. Mais il y a quand même un petit creux, peut-être, juste avant, on va dire, Breaking Bad. Ouais, voilà, il y a une période de 5 ans, voire même un petit peu plus, où on le voit moins en vue, parce qu'on passe de scénariste d'X-Files à
un projet de film qui est honorable, on va dire, mais aussi il virevolte à droite à gauche, c'est pas trop ça. Et puis arrive Le gros bébé. Breaking Bad. Le beau bébé. Donc je vous propose de regarder un petit magnéto de Vince Gilligan justement qui va nous raconter un petit peu cette transition entre guillemets. And around about 2004, we'd been out of work for 2 years. X-Files had been off the air since about 2002. And we were on the phone just bemoaning the fact that we couldn't find another writing job that was, I was about to say that was near as good as the X-Files. We couldn't find a writing job at all. And I said, what are we going to do now? And he said, why don't we get a Winnebago caravan, I guess, in Australia. And why don't we get a caravan and... put a meth lab in the back of it and ride around America and see the sights and cook meth, make some money. So this is a documentary? You heard it here first, guys. See, Tom's got a very warped sense of humor. He was joking. But what was interesting is that in the moment he made that joke, this sort of little eureka moment hit me. Donc, tout part d'une blague? C'est ça? Tout part d'une blague et tout part aussi d'une condition personnelle. C'est ça qui est intéressant. Et ça peut aussi faire écho à la co-création du personnage avec Bryan Cranston, puisque Bryan Cranston dit qu'il s'est inspiré notamment sur le physique de son père pour incarner son personnage. Donc c'est intéressant de voir que oui, en fait, c'est peut-être dans les moments les moins... il ne travaillait pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment dans cette discussion où, on pourrait faire ça, et puis c'est une blague, ouais. Enfin, une blague. Ça part comme ça, en tout cas. Comme ça. Et avant l'arrivée de Breaking Bad, c'est quoi le panorama des séries? Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on sait qu'il y a eu plusieurs explosions avec différentes séries. Qu'est-ce qu'on regarde à l'époque avant? Je crois qu'on regarde quand même déjà de l'anti-héros. On commence à regarder justement, Showtime avait refusé la série parce qu'ils avaient déjà parié sur Weeds, qui était une série sur une femme au foyer... qui vendait de la drogue. Qui vendait de la drogue, donc du cannabis pour le coup. On essaye d'alléger un peu le discours, mais on est déjà sur de l'anti-héros. AMC à ce moment-là à Mad Men, je crois. Donc on est déjà dans de l'anti-héros finalement. Donc on peut pas vraiment dire que Breaking Bad a inventé l'anti-héros. Par contre, il l'a façonné, perfectionné, et puis il a été le chercher. Au monsieur tout le monde, entre guillemets, parce que je ne sais pas faire de chimie non plus, donc, mais il va le chercher au tout début de l'histoire. En fait, on dirait une histoire racontée par quelqu'un qui parle très bien, qui raconte très bien les histoires, mais qui la commence un petit peu trop tôt. Donc, on sait que ça va être intéressant, on s'accroche, mais au début, on se dit où tu vas avec ça. Mais justement, c'est intéressant de ce que tu dis quand on voit un petit peu ce qui se passe dans la série. On voit que le héros a une place différente et on prend des gens... plus en nuances, plus contrastés, avec des histoires, voilà. Et arrive, du coup, l'idée de Breaking Bad. Est-ce qu'on sait comment Vince Gilligan, justement, a pitché ça aux chaînes? Parce qu'on sait qu'il y a eu certains refus. Il l'a vraiment pitché en disant la télévision est très forte pour quelque chose, c'est d'écrire des personnages qui restent sur le même chemin. Et du coup, ça vous offre à vous, les chaînes, des saisons et des saisons et des saisons, parce que finalement, ces personnages ne font qu'évoluer. Et donc peuvent continuer ce petit chemin sur des années. Alors que lui voulait un peu casser ça justement avec ce que disait Alison, en faisant un personnage qui évoluait, mais jusqu'à l'expression Breaking Bad, jusqu'à prendre vraiment cette espèce de chemin qui fait que tout va se casser et on part dans une autre dimension. Et du coup, au début, ça a pu intéresser des chaînes comme HBO qui l'ont rencontré, et finalement, il a quand même avoué quelques années après que c'était le meeting, le pire meeting de sa vie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ça avait l'air assez lunaire. Mais effectivement, les gens ne sont pas du tout intéressés à son projet. Ils l'ont limite pas considéré, quoi. Voilà. Mais il a dit les mots, il a dit j'aurais pu mourir, enfin je pouvais être mort ou vivant. Je pense que ça n'intéressait pas plus les personnes que j'avais en face de moi. Donc effectivement, je pense que le meeting devait être assez spécial. Et comme disait Alison aussi, il y avait déjà des séries comme Weeds. Donc les chaînes ont dit t'es bien mignon, mais... La personne lambda qui vend de la drogue, on a déjà, donc t'es pas en train de révolutionner quelque chose, mon coco. Et voilà, il y avait d'autres chaînes qui avaient déjà leurs gros projets, il y avait déjà des jeux Shield, etc. Donc il y avait des grosses séries déjà présentes et c'était difficile pour lui de vendre son projet. Et ça a été une surprise finalement que ce soit AMC qui lui laisse sa chance. Parce que AMC, à l'époque, ça devait faire peut-être 2 ans qu'ils avaient leur propre production et leur propre série. Donc ils avaient Mad Men, mais effectivement, c'était le commencement de tout ça et ils faisaient pas encore de gros paris. Donc ça a été... le plus beau pari de la chaîne, je pense. Parce qu'on est là, on en parle des années après la fin de la série, mais c'était une belle surprise à l'époque. Et justement, c'est la surprise AMC.
comme tu le dis, c'est une vraie surprise. Marc Aurèle, AMC qui débute, on va dire, entre guillemets, qui a déjà un programme fort, etc. Mais on ne sait pas où ça va à l'époque. Non, ils ne savent pas. D'autant plus que la première saison, elle est bien reçue au niveau critique, mais c'est pas non plus la folie. Donc jusqu'à la fin de la première saison, j'imagine que du côté de HBO, ils se disent on n'est pas passé forcément sur quelque chose de grave parce qu'ils venaient en plus de finir Les Sopranos. Donc voilà, on va dire criminalité, famille, ils avaient ce qu'il fallait. Mais AMC, c'est effectivement, comme vient de le dire Aurélia, jusque-là, c'est peut-être leur plus grosse prise. Sachant qu'ils ont fait Walking Dead, par exemple, par la suite, etc. Donc c'est devenu une chaîne importante dans l'univers de la série. Mais Breaking Bad, c'est le déclencheur, du coup. Et quelque part, c'est une chaîne qui avait l'air de se chercher encore un peu, en tout cas de ne pas proposer. Enfin, moi, je ne me rends pas compte forcément, mais quand c'est arrivé en France, ça a été diffusé sur Arte. Donc, on se dit qu'il devait y avoir quand même un parallèle sur les deux chaînes et les contenus qui étaient diffusés. Je pense que Breaking Bad a vraiment été le vecteur qui a ensuite permis de débloquer beaucoup de choses. Vince Gilligan a clairement sauvé, ou en tout cas porté AMC à ce moment-là. C'était pas HBO, c'était pas Showtime. Enfin, c'est pas la chaîne qu'on connaît aujourd'hui qui produit justement du The Walking Dead, qui a sorti The Killing après, qui a fait des grosses choses, quoi. Et justement, comment est perçue l'arrivée de Breaking Bad aux États-Unis ? C'est pas un accueil facile, hein. Justement, la première saison, c'est pas. On est encore sur on est sur du anti-héros, mais c'est vrai que et même je pense que c'est notre cas à tous. La première saison de Breaking Bad, les premiers épisodes, faut s'accrocher, c'est pas facile. C'est un prof de chimie à Albuquerque qui vit dans une maison en lambris. Enfin, il y a rien qui est facile pour lui. Il vient d'être diagnostiqué, il a un cancer incurable. Sa femme est enceinte, il sait pas où il va. Tu te dis pas, je vais regarder une petite sitcom. C'est pas l'époque où tu te dis, je me lance sur un épisode du Prince de Bel-Air. Et il y a ce visuel. Il y a ce visuel. On a donc Bryan Cranston en slip, dans le désert. Et moi, quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu te dis où il va, le gars. Enfin, est-ce que j'ai envie de lui accorder 45 minutes aujourd'hui ? Non, sincèrement, non. Et il n'y a pas beaucoup d'action. Les premiers épisodes, je crois que les premières scènes d'action arrivent vers le 4-5e épisode et c'est du meurtre un peu badass, quoi. Donc au début, tu te dis où on va. Et puis quand tu le conseilles à un pote, tu lui dis fais-moi confiance au début. Donc je pense que l'accueil va aussi avec ce côté-là. Bryan Cranston, qui était déjà connu pour son rôle de Hal dans Malcolm, emmène un public, mais il est à l'opposé de ce qu'on... On va y revenir, on va faire un gros focus sur lui, parce que je pense que c'est lui qui va porter la série au début, en parfait contre-emploi. Nous, en France, la série, tu le disais, elle est sur Arte. Marc Aurèle, pour toi, c'est normal de voir Breaking Bad sur Arte. J'aime énormément Arte, c'est une chaîne qui fait découvrir énormément de programmes, mais à l'époque, on se dit, mais Breaking Bad sur Arte, pourquoi ? On peut se dire pourquoi, mais c'est assez logique, en fait, parce que la série, elle est exigeante, et elle est violente, elle est évidemment moralement ambiguë. Donc ça tombe en tout cas dans la case Arte sur l'exigence qu'on attribue à cette chaîne généralement. Que ce soit en fait Arte qui récupère plutôt qu'une autre, oui, c'est assez logique parce que si on regarde les chaînes françaises avec les productions qu'elles achètent ou qu'elles font elles-mêmes, en gros, quel est le segment pour Breaking Bad ? Et surtout, c'est difficile aussi à dire sur une première saison. Parce que... Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça n'a pas participé en France, tout du moins, à certains préjugés et stéréotypes qu'on pouvait avoir sur Arte, en se disant, une série qui passe sur Arte, avant, c'est des choses qu'on disait, il ne faut pas se mentir, ça va être un petit peu un télo, un petit peu embêtant, quoi. Aurélia, tu penses... Oui, c'est clair. Il y avait cette image-là. Et effectivement, à côté, on se dit, à l'époque, quelle chaîne aurait pu passer ça ? Surtout la première saison, où finalement, elle est très lente, il faut quand même s'accrocher. J'ai l'impression que la plupart des très bonnes séries, il faut s'accrocher les premiers épisodes en général. On nous met un tableau, il faut commencer à s'habituer, s'imprégner des personnages, etc. Donc finalement, oui, il y avait le côté un peu Arte, c'est chiant, Breaking Bad, le début, c'est chiant. Et donc ça fit bien. Voilà. Au final, c'était bien, mais finalement, Arte a pris un super pari parce bien que sûr. là-dessus, ils ont eu du flair, quoi. Parce que vraiment, cette série, ensuite, c'est ça qui est quand même génial avec Breaking Bad, c'est qu'il y a ce début un peu difficile à accrocher. Et pourtant, la série, aujourd'hui, je pense qu'une personne sur deux dans la rue, on leur demande quelle est ta série préférée, ils répondent Breaking Bad. À tel point que c'est presque ennuyé aujourd'hui quand on dit quelle est ta série préférée, c'est Breaking Bad. Alors, super, c'est devenu très grand public, quoi. C'est pas du tout original. Je sais que je ne suis pas original quand je dis que c'est ma série préférée, mais c'est comme ça, quoi. Et en fait, il y a eu aussi une chance incroyable pour Breaking Bad, c'est d'avoir pu passer sur Netflix à partir de 2011.
ce qui a en fait un petit peu C'était une contrebalancé. seconde vie. Ça a été, disons qu'en gros, Netflix a commencé à ressortir la Breaking Bad alors qu'on attendait encore la 4e et la 5e saison. Donc il y a eu... Aux États-Unis, du coup. Ouais. Et donc il y a eu un peu aussi cette balance avec Arte qui était que d'un côté Arte l'a prise, mais Netflix le prend aussi. Donc ça... Mais nous, on n'avait pas encore Netflix en France à cette époque-là. On l'avait pas encore, mais ça a monté en fait les audiences et d'une manière générale l'appréciation de la série. Le fait qu'elle se gagne une nouvelle popularité en passant du coup en streaming, ça a aussi du coup fait exploser sa popularité. Donc là, on parle de la première saison, sa perception, etc. Mais globalement, ça monte très vite en termes de succès critique, c'est incroyable. Oui. Mais de toute façon, après, je pense qu'on en reparlera après, mais c'est vrai que dans la réalisation, dans l'écriture, etc., on ne peut que se prendre au jeu. Et finalement, il y a quelque chose que Vince Gilligan a fait qui était assez intéressant, c'est dans la réalisation de ces épisodes, même dès le début, une sorte de réalisme qui est très cru, en fait. Cette série, je pense que c'est pour ça qu'elle mettait mal à l'aise... Naturaliste. Voilà, limite. c'est ça. C'est dès les premiers épisodes, c'est tellement cru. Et quelque part, c'est pas gore. Même les scènes terribles où on voit quelqu'un qui est un corps dissous à l'acide, ça pourrait être terriblement gore. Finalement, lui, il prend un autre chemin. Il va vraiment plus dans le cru et c'est ce qui est plus gênant finalement. Parce que le gore, ça nous sort un peu de l'histoire, alors que là, on est vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire que même, on est d'ailleurs littéralement dans cette baignoire, parce qu'ils avaient fait cette espèce de jeu où il y a la caméra qui est en dessous d'une glace en verre, donc on voit le corps vraiment devant nous en train de se dissoudre, et ça peut être très gênant pour des gens. À l'époque, c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup, donc effectivement, une fois qu'on est habitué à ça et qu'on est complètement dans l'histoire et avec les personnages, c'est pour ça qu'on s'accroche très vite aussi, et on est embarqué avec Walter et toutes ses décisions, quoi. C'est-à-dire qu'on le suit et on est de son côté, on comprend pas vraiment pourquoi, parce qu'on sait que c'est pas franchement le mec le plus sympa de l'univers, mais on veut pas qu'il se fasse choper et on est vraiment à fond dedans. Justement, on va faire ce focus nécessaire sur Bryan Cranston. Ouais. L'illumination. Parce que clairement, qui aurait misé sur Hal de Malcolm pour prendre le rôle de Walter White? Pas AMC, à la base ils en voulaient pas forcément. Ils étaient plutôt sur John Cusack, il me semble que c'est ça. ouais. John Cusack et Matthew Broderick. Ouais. En fait, ils voulaient un personnage qui fasse méchant, en fait, qui ait ce côté déjà physiquement menaçant. Donc quand Vince Gilligan débarque en disant un jour sur un épisode, j'ai vu un gars sur X-Files qui m'a bien plu, il s'appelle Bryan Cranston, vous l'avez vu pendant 8 ans sur Malcolm, peut-être moins que ça, personne n'y croit, tout le monde lui dit il a pas l'air d'un méchant. Au contraire, c'est le mec sympa, un peu comment dirais-je, un peu teubé. Oui, c'est ça, c'est difficile d'imaginer le gars qui a fait du roller dans toute sa maison, des dominos sur Funky Town, ensuite menacer des cartels mexicains. Mais c'est justement la magie du truc, en fait. C'est ce côté... y a un côté où on se projette, où on se dit, mon prof de sciences, là, aujourd'hui, il a toutes les clés en main pour dissoudre un gars dans une baignoire s'il en a envie et le faire disparaître en plus. Donc il y a un côté pragmatique qui va avec ce personnage joué par Bryan Cranston. C'est qu'on y croit aussi parce qu'il y a quelque part ce petit rappel à Hal de Malcolm, et on se dit la transition est quand même exceptionnelle. Donc finalement, dans ce truc où ils ne voulaient pas tenter, où ils voulaient ce gars déjà méchant, ils ont eu raison de faire confiance à Vince Gilligan, parce qu'on a justement tout ce naturel, tout ce réalisme, de se dire ce gars il débarque et il peut faire flipper tous les cartels mexicains de la ville, quoi. Ouais. Ce qui est intéressant en vrai, c'est que dans la carrière de Bryan Cranston, on le sait déjà, si on l'analyse, qu'il est capable de tout jouer. Parce qu'à la base, il faisait quoi? Il faisait de la pub. Il a fait, à la base, il est connu pour de la pub aux États-Unis avant Malcolm. Il fait des petits films, des petits trucs et tout, mais il fait énormément de pubs jusqu'à ce qu'arrive Malcolm. Et là, voilà. Mais à la base, on l'a vu dans X-Files, on le voit dans il apparaît dans différentes séries, etc. Mais là, est-ce que c'est pas j'ai envie de dire, le rôle de sa vie? Oui, mais non, parce qu'il y a Hal de Malcolm. Est-ce que entre les deux, on peut choisir en fait? Ah non, mais c'est le début. C'est Malcolm, il y a eu d'ailleurs des vidéos hyper humoristiques sur le mélange des deux personnages, sur le fait que Hal était en fait Heisenberg. Quelque part, il a créé ce rôle de père de famille
Et je pense qu'il s'en est un petit peu servi ensuite pour créer son personnage de Walter White. Le Il l'a slip utilisé. kangourou. Voilà, le slip kangourou, c'est l'exemple parfait de la transition entre les deux personnages. Non, oui, il y a quelque chose d'évidemment logique. Hein, tu le dis très bien. Il a fait plein de pubs. Il a toujours été connu pour s'investir énormément dans ses rôles. Il a répété des semaines et des semaines pour faire justement cette scène de roller dans Malcolm. Et même dans ce personnage-là, il passe par tous les délires possibles. Et c'est pas facile à jouer finalement. Non, complètement. D'être drôle comme ça dans des situations comme celle-là. Mais tu le dis, il est tellement impliqué. Ils ont suivi un petit stage avec la DIA, avec les stupes. Il paraît qu'après une certaine scène avec la mort d'un personnage, il a pleuré pendant 15 minutes. La scène de l'overdose, hein, pour ceux qui, je ne vais pas spoiler, mais qui connaîtraient. Pourtant, Marc Aurèle, voir Bryan Cranston dans le rôle de Walter White, au départ, ça te choque ? Non, alors en fait, il est lié à Hal, de toute façon. Parce que c'est génial de pouvoir se dire, on a un père de famille qui est très connu dans une série comique et qui est aussi un peu un loser déjà. Donc en fait, effectivement, reprendre, se dire, tu vas refaire un père de famille, mais vraiment, si on prend un spectre de genre, on ne peut pas éloigner plus Malcolm de Breaking Bad. Et c'est vrai que le visuel le premier épisode, le slip, la chemise et tout ça, c'est Hal qui vient de Breaking Bad, quoi. Et donc, il y a une forme de logique sur l'écriture. C'est un rêve pour un auteur de se dire je vais prendre un peu de ce que tu as fait déjà. On a travaillé ensemble sur X-Files. Par ailleurs, il a tourné un tout petit peu avec Spielberg parce qu'il est dans Il faut sauver le soldat Ryan, un truc comme ça. Mais voilà, on va quand même t'offrir le rôle de ta vie. C'est qu'il y a quand même une dimension supérieure dans le rôle de Walter White par rapport à celui de Hal, c'est que il est un protagoniste, il est un gentil au début, qui va devenir un des plus grands méchants de l'histoire de la télévision. C'est là où je voudrais qu'on aille, c'est est-ce qu'on n'a pas le plus grand anti-héros de la télévision ? La mue entre Walter White et Heisenberg, elle est incroyable, c'est une descente aux enfers, littéralement. C'est ça, mais je suis toujours très partagée sur le fait que ce soit un gentil qui devienne méchant. Je ne suis pas forcément toujours d'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un personnage inactif qui devient actif, quoi. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. C'est une sorte C'était juste un déclic qu'il a eu. Mais oui, c'est comme un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu vois. C'est vraiment ce personnage. Il a toujours été quelque part là. Et j'ai revu le pilote récemment. Et en fait, ou en tout cas, un des premiers épisodes. Et c'est vrai qu'on voit cette scène qui est horrible où son fils se fait bully dans le magasin de vêtements. Et lui vient défendre son fils en mettant un bon taquet au gamin, et on le voit vraiment avoir ce petit sourire, alors que finalement, quelque part, c'est un papa qui vient de voir son fils vivre quelque chose de terrible, et en plus quelque chose qu'il vit tous les jours. Il devrait être un peu détruit, et il a cette espèce de petit sourire qui arrive, et on se dit que c'est quand même quelque chose qui a toujours été là, quoi. C'est plus, c'est quand même quelqu'un qui a un ego assez énorme. Le matin, il fait son sport devant cette espèce de petit panneau qui dit qu'il a participé, contribué à un prix Nobel, etc. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a un ego toujours très présent, et c'est juste que quand il le laisse sortir et qu'il prend le pouvoir, là, il devient terrible et il ne se cache même plus, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans l'évolution de ce personnage, parce qu'effectivement, il y a évidemment une évolution, que ce soit même physique, qui vient aussi effectivement avec la maladie, mais en tout cas, il prend cette espèce de carrure de bad guy chauve avec la barbe, etc. Et voilà, je pense que c'est plus vraiment l'inactif à l'actif, et qu'on était toujours sur cette espèce d'ambiguïté, quoi. Il y a les deux appréciations. Soit on décide que c'est l'histoire d'un homme a priori bon qui devient méchant, donc dans ce cas-là, il y a un changement de nature fondamental, ou alors c'est un homme qui se révèle. C'est-à-dire que c'est effectivement un homme qui a du mauvais en lui, qui est frustré parce qu'il n'a pas eu le succès qu'a eu son camarade d'école qui a fondé l'entreprise qui est Grey, donc c'est le mélange entre Schwartz et White. Et donc oui, après là pour le coup c'est en fait au choix de chacun, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un truc où vraiment on joue avec le bon et le rendre le plus mauvais possible, ou est-ce qu'au contraire on parle d'un homme qui a toujours été Heisenberg en fait, et qui par un concours de circonstances, la maladie, etc., décide d'accomplir son destin en fait. C'est dans la démarche qu'on voit cette espèce de gentil, un peu moins gentil, un peu méchant et très méchant. Mais effectivement, c'est plus quelqu'un qui, au début des épisodes, justement, il a le choix d'aller sur la voie. Dès le début, oui. Il a le choix d'aller sur la bonne voie et de remettre en cause son ego et d'accepter
qu'on lui paye ses frais médicaux, etc. Il ne prend pas cette décision et il va finalement assez vite décider qu'il lui faut le moyen de financer ça et de mettre à l'abri sa famille. Donc la décision, justement, ce déclic dont tu parles, il arrive très vite et il le dit d'ailleurs sur les dernières saisons, il le dit à Skyler, il dit « je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour moi, ouais, je me suis senti vivant, j'ai kiffé ». Enfin, c'est aussi ce truc, en dehors de gentil, méchant, etc., il y a ce truc de est-ce que je serais capable, si je n'ai plus rien à perdre et que je sais que demain, qu'il me reste 2 ans à vivre, qu'est-ce qui va se passer dans ma tête ? C'est aussi ce truc-là de... Non, il n'est pas passé de méchant à gentil comme ça. Il avait son plan. Il a commencé sa caravane, il savait exactement, il la connaissait la Formule 1. Il ne l'a pas cherchée pendant 2 saisons. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qui est génial de la part de Vince Gilligan ? C'est d'imposer un personnage comme celui-ci à la télévision à l'époque où, on le disait, on avait Weeds avec une mère de famille qui vend du cannabis, mais il y a un côté genre, ils rendent ça un petit peu cool, et voilà, même s'il y a des problèmes, etc. Là, on est dans quelque chose où il y a... Enfin, c'est dark, quoi, vraiment. Ouais. Mais il y a une volonté de protéger son business. Enfin, la première saison, on le sent, il découvre, c'est un petit peu coucou les potes, je veux pas vous déranger, je vois mon petit truc de mon côté, je vous dérange pas. Ensuite, il commence à prendre conscience qu'en fait, non, on dérange pas ces gens-là. Et donc, il y a un côté, je vais me protéger et je vais utiliser ce que je connais pour me protéger. Puis ensuite, on avance vraiment sur là, je vais attaquer et je vais tous vous détruire. Donc, cette évolution, elle va dans la logique du personnage de A à Z, en fait. C'est totalement vrai. Et du coup, Weeds, à côté de ça, est très mignon, c'est la Californie, puis on trouve beaucoup d'excuses à cette femme, son mari est décédé, elle doit payer l'école de ses enfants. Walter White, je trouve qu'on lui cherche moins d'excuses. On pose le contexte et ensuite c'est à lui de gérer et c'est à lui de trouver les solutions. Donc ce méchant, il est vraiment méchant, beaucoup plus que tous les autres. Et il l'est depuis le début. C'est pour ça que l'écriture est aussi intéressante. Tu vois, c'est ce que je disais quand tu dis que Walter dit à Skyler ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Ça, c'est quand même un gros clin d'œil à Crime et Châtiment. Je pense que c'est un livre qui a dû beaucoup plaire à Vince Gilligan, où effectivement on suit quelqu'un qui se cherche des excuses au début. Donc pour le cas de Walter, c'est je fais ça pour ma famille. Il n'a jamais fait ça pour sa famille finalement. Ou alors il y a cru 1 heure, quoi. Mais en tout cas, il a foncé dans son truc et il y va. Et ce qui est intéressant avec Breaking Bad, et des gens disent que ça a révolutionné la télé, ce qui est vrai. Ça a révolutionné la télé. Mais en fait, là où il a été très malin, Vince Gilligan, c'est qu'il a été chercher dans des histoires très très vieilles, en fait, sa trame. C'est-à-dire qu'il allait plus dans la tragédie grecque ou dans même Shakespeare avec cette tragédie en 5 actes. Il y a 5 saisons dans Breaking Bad, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en tout cas, voilà. C'est voulu, il l'a dit. Hein, oui. C'était donc il va vraiment dans... Voilà, il va chercher dans les histoires anciennes et il l'a apporté à la télévision et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et c'était super intelligent de sa part. Je pense que c'est quelqu'un assez brillant. Et en fait, ça m'a rappelé quelque chose, c'est-à-dire que dans les années 30, il y a Malraux qui avait fait la préface d'un livre de William Faulkner, qui écrivait beaucoup de romans policiers. Et il a dit, en fait, William Faulkner, il a été très fort, parce qu'avec le livre Sanctuaire, il a introduit la tragédie grecque dans le roman policier. Et finalement, Vince Gilligan, c'est ce qu'il a fait avec Breaking Bad. Il a introduit la tragédie grecque à la télévision. Tout à fait. Et d'ailleurs, Vince Gilligan a reçu un message de Anthony Hopkins pour lui dire, justement, que Breaking Bad était digne d'une tragédie grecque. Oui. Mais c'est réel, hein, il y a des sacrifices, tout y est. Et justement, je pense que Jesse Pinkman a un lien énorme dans l'évolution et la descente justement aux enfers ou la montée en puissance, selon comment on le voit, du personnage d'Eisenberg. On sait que Jesse Pinkman aurait dû mourir sur la première saison, ce qui aurait dû engendrer justement le pétage de câble, le déclic et le Heisenberg is here. Et en fait, vu qu'ils ne l'ont pas tué, justement, ça a pu créer beaucoup plus de nuances dans la transformation du personnage et pas tout d'un coup le gars qui devient Scarface et qui pète un plomb. Donc effectivement, tous les éléments sont là et on en reparlera certainement après. Je vous propose de regarder un petit magnéto sur la scène de l'overdose justement qui voilà. When Walt watched Jesse's girlfriend Jane die of a heroin overdose, and he didn't lift a finger to save her. And when that outline reached Sony and AMC and they read it, that troubled them. That was they said, "Wait a minute, he's going to do what?" And my original pitch was actually that he actually gives her a hot dose of heroin. He actually actively takes a hand in her demise, and even my writers thought I was kind of, that was really they thought I was kind of, that was too dark for them. Donc voilà, ça c'est la scène à laquelle je faisais référence et après laquelle Bryan Cranston aurait pleuré. Mais ça montre
aussi la rudesse du personnage et le fait qu'il soit mal intentionné en fait et égoïste. C'est ce qui fait aussi comment dirais-je, le sel de Breaking Bad, c'est d'avoir un Walter White qui va se transformer en Heisenberg, comme on l'a dit, ou qui se déclenche en Heisenberg, et qui va aussi justifier certains actes, et parfois même influencer des actes qui vont toucher d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je trouve que Vince Gilligan a extrêmement bien écrit, parce que Walter White, qui va être impacté déjà en premier, c'est sa famille, quoi. Oui. C'est quelque chose aussi qui est dur de montrer à la télévision, qu'un père de famille qui devient dealer et qui finalement va mettre dans une situation non désirée toute une famille. Complètement. Et il y a aussi une balance aussi dans les actions, parce que la première partie de la série, c'est les actions de Jesse qui fait n'importe quoi, etc., qui ont une conséquence sur Walter. Et à chaque fois, on est genre, mais Jesse, il est insupportable, c'est pas possible, il est complètement fou. Et effectivement, il met Walter dans des situations pas possibles. Et ensuite, ça passe dans l'autre sens. C'est les actions de Walter qui mettent Jesse dans des situations terribles. Donc il y a aussi cette espèce de balance, contrebalance entre ces deux personnages qui est toujours liée à toutes ces actions de l'un ou de l'autre. Alors que dans la famille, malheureusement, c'est toujours eux qui prennent très cher parce que eux n'ont rien demandé. Et malheureusement, même si... ils peuvent se retrouver avec des millions et des millions plus tard. C'est pas comme ça qu'ils voulaient s'en sortir. Et on est sur un point de vue un peu où Skyler, elle saoule en fait. Elle saoule tout le monde alors qu'elle a raison. Mais sur les premières saisons, t'as envie de lui dire laisse-le faire son business. Ah ouais, insupportable, vraiment. Et vraiment, ce personnage, justement, elle a ce côté... j'ai eu l'impression qu'ils avaient transporté Loïs aussi de Malcolm dans cet univers pour en faire une chieuse, mais où... Oui, elle a raison, ils ont 2 enfants, il est malade, elle aussi doit assumer tout ça. Et ouais, il y a toutes ces victimes collatérales où, de l'œil du public, au début, on te force presque à te dire « Allez, c'est pas grave, on verra plus tard. » Mais c'est exactement ça pour moi. Hein. Et finalement, Skyler, il y a une histoire, il y a un amour un peu compliqué entre le public et ce personnage, puisqu'au bout d'un moment, tu es obligé de te ranger de son côté, même si tu n'aimes toujours pas le personnage, mais elle a parfaitement raison. Ouais. C'est ça. Et puis tu commences à la comprendre, tu commences à voir le gars vriller, le gars qui se cherche des excuses depuis le début, le gars... Walter White, pardon. Parle bien de Walter White, parce que je le connais personnellement. Vrai, je l'ai vu là. Oublie pas. mais c'est vrai qu'au début, on se dit, il fait ça pour sa famille. Jesse Pinkman, t'as presque l'impression qu'il est en train d'essayer de le sauver et de l'aider à trouver une voie. Quand il laisse mourir Jane, c'est pareil, il arrive à se trouver l'excuse de se dire, c'est pour Jesse, parce qu'elle l'emmène pas au bon endroit, alors que c'est complètement faux. Il y a des victimes collatérales qu'on n'attend pas du tout, type justement le crash d'avion. Enfin, si tu veux, la montée, elle n'arrête pas, et lui n'arrête pas de se trouver des excuses jusqu'à tuer un gosse, quoi. Enfin, ça n'arrête jamais. Très, très dur. Et là aussi, on revient dans la tragédie. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, Aurélien. Tu as dit que Breaking Bad avait révolutionné la télé. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi Breaking Bad a révolutionné la télévision ? C'est... Pour aller dans le sens d'Aurélia, c'est effectivement de se raccrocher aux grandes figures et aux grandes trames et aux grandes histoires de ce qu'on écrit, de ce qu'on filme et de ce qu'on raconte depuis qu'on peut le faire en fait. La tragédie grecque, c'est vrai que un autre personnage à qui fait penser Bryan Cranston et Walter White, c'est Oedipe tout simplement, c'est-à-dire celui qui découvre son destin, qui est horrible. Le destin, c'est être avec sa mère et tuer son père, etc. Et donc là, ça vient vraiment, la révolution, elle est sur montrer ce personnage, vraiment, aller au plus profond de ce personnage, donc de la nature humaine, ce que toutes les séries avant ne pouvaient qu'approcher, en fait. Parce que si on creuse trop les personnages, si on les change, on risque de perdre le public au bout d'un moment, parce qu'il n'y a plus d'identification, moralement, ça devient compliqué. Et donc là, c'était vraiment d'utiliser ce personnage pour en faire quelque chose qui n'avait jamais été vu avant à la télé. Oui, parce que pour rebondir sur ce que tu dis, avant on avait par exemple Tony Soprano, qui est un salaud, et parfois on se disait ah ouais, mais ça restait profondément une ordure. On avait Vic Mackey, où pareil, on se disait ah c'est une ordure, et des fois on se disait ouais mais maintenant ça reste une ordure. Mais là, c'est différent avec Walter White. Il y a dans The Wire, il y a cette énorme scène où il y a de la partie d'échecs, où un explique à l'autre, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, the king stays the king. C'est-à-dire que même si tu renverses le roi, si tu es un pion et que tu renverses le roi, il restera toujours le roi et toi tu resteras toujours le pion. Et en fait, les schémas actentiels
sont généralement toujours les mêmes. C'est-à-dire, il y a les bons, il y a les méchants. Parfois, ça se croise, ça se trahit, mais on retrouve toujours un schéma classique. Et là, tout est renversé, en fait, dans Breaking Bad. Mais Breaking Bad, c'est la série qui a lié les cinéphiles et les sériphiles. C'est les gens qui se disent cinéphiles et pas très intéressés par la télé, enfin par les séries télé, en général ont vu Breaking Bad. C'est 62 films, en fait. C'est une fresque énorme de 62 films. La photographie est incroyable. Les plans sont fous. T'as des plans où tu suis, où t'es un aspirateur. Enfin, il y a aussi tout ce La côté... mouche. Oui, L'épisode l'épisode de la mouche qui se pose là et qui a un problème... Je crois que c'était des raisons de budget, au début. Tout Ils ont à fait. décidé de faire cet épisode pour le budget. Même dans les problèmes de budget, même dans les défauts que pourrait avoir Breaking Bad, ça devient de la qualité. Albuquerque, c'est pareil, ça a été choisi pour des taxes, je crois, pour faire des économies sur les taxes parce qu'ils avaient des aides au niveau de l'audiovisuel. Parce qu'à la base, c'était la Californie qui avait été Voilà, c'est choisie. ça. Ce qui était beaucoup plus glamour. Mais encore une fois, Albuquerque, ça devient aussi un personnage de l'histoire Tout comme la voiture de Walter White, qui est vraiment éclatée. aussi, mais Faut le dire. tout est éclaté. La fameuse. Et puis il y a un truc assez génial, comme tu le disais, les héros sont des héros, les anti-héros sont des héros. Là, tout se mélange et en plus, on a un côté avec des gens qui sont extrêmement intelligents. C'est pas les cartels et de la Kalachnikov à toute patate, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement stratèges. C'est une partie d'échecs à jouer et il n'y a pas que Walter White. On va avoir Gus Fring qui va débarquer et qui va être pareil. Ce même genre de personnage où on s'y attend pas. Il dirige un fast-food, un petit fast-food comme ça, il a l'air adorable et très poli. Et je pense qu'il y a ça aussi, on passe de la saison 1 où tu sais pas trop où le gars veut en venir, à la saison 2 où tu as un déclic où tu te dis, en fait, tout est bossé. Le gars sait très bien où il va, donc maintenant je fais confiance et je regarde. Voilà. Et je pense que c'est aussi le truc qui a un peu révolutionné. Ouais, complètement. Avant de revenir sur Gus Fring et la galerie de personnages incroyables, je vais revenir sur le personnage d'Albuquerque, la ville, parce que c'est un personnage à part entière. Et voyons ce que Bryan Cranston retient d'Albuquerque. I grew up in Albuquerque. What was there any cool places, anything that you liked being there? Like, how was it? Because it's my hometown. So I want to know, how'd you like it? Well, did you have fun there? Yeah, I'd go and visit your mother once in a while. Oh, that was a little mean. That's... Voilà, Bryan Cranston, c'est aussi ça. Et puis on a vu le fameux drop the mic qui est devenu un mème par la suite. Mais bon, voilà, c'est pour dire que Albuquerque, c'est le Nouveau-Mexique, c'est un petit peu vide, on va pas se mentir. J'aimerais qu'on passe maintenant au casting, qui est pour moi un des castings les plus parfaits. Alors, quand je dis casting, je dis aussi galerie de personnages, parce que tu as commencé à introduire Gustavo Frings. On va parler un petit peu plus en détail aussi de Jesse Pinkman, même si on en a pas mal parlé, mais c'est un peu, au début, comme tu disais, il y a un peu le yin et le yang, en fait, dans les deux, ils s'équilibrent, et au final, après, cet équilibre va être complètement renversé. Pourquoi ce choix d'Aaron Paul pour jouer Jesse Pinkman, déjà ? C'est vrai qu'Aaron Paul, il n'était pas très connu, en tout cas à l'époque. Il avait joué dans un épisode d'X-Files, il me semble d'ailleurs. Mais c'était pas forcément le mec qui avait des grands rôles. On le voyait pas beaucoup, mais il me semble que c'est vraiment ça. Il a passé le casting comme beaucoup d'autres, et c'est la vidéo de son casting, son premier essai a tourné partout parce qu'il est incroyable. Ce mec est un acteur monstrueux. Il est monstrueux. C'est-à-dire que vraiment, quand il pleure, il nous fait pleurer. Quand il fait n'importe quoi, on a envie de lui en coller une. Il est vraiment dingue. Et pour le coup, ça a changé l'histoire et le scénario, parce qu'effectivement, comme disait Alison tout à l'heure, il devait mourir beaucoup plus tôt. Il devait mourir dans l'épisode 9 de la saison 1. Et vraiment, c'était le petit oisillon qui arrive, qui fait n'importe quoi et qui s'éclate contre la vitre, pour être un peu vulgaire. Mais du coup, dès l'épisode 2, en fait, Vince Gilligan et les scénaristes se sont regardés et ils ont dit, bon, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On ne va pas pouvoir le tuer dans l'épisode 9, donc dans si peu de temps. Il est juste dingue. Et en fait, son équilibre avec Bryan Cranston est parfait. En fait, ils s'entendent très bien. Et je pense que ça se ressent d'ailleurs très vite à l'écran. Vraiment, on sent qu'il y a une vraie connexion entre ces deux acteurs. Et c'est très fort. Et c'est aussi pour ça que parfois, on a l'impression qu'ils sont père et fils. Parfois, on a l'impression que c'est les pires ennemis du monde. Voilà, il y a vraiment une vraie relation qui s'est créée et qui est, pour le coup, qui porte magnifiquement bien l'histoire jusqu'au dernier épisode. Donc, c'était très intelligent de le garder, effectivement. Oui, pour moi, c'est le rôle de sa vie. Ouais. J'ai vu qu'il avait fait le casting... Non, qu'il devait faire le casting de Malcolm pour le rôle de Francis.
Oui. Mais d'ailleurs, je crois que je l'ai vu sur notre site. Oui. il devait faire ce rôle-là, et je pense que voilà, justement, c'est clairement celui qui débarque, et Jesse Pinkman, effectivement, moi, la première fois que j'ai regardé Breaking Bad, il y a des moments où je pouvais plus le voir parce que j'en pouvais plus de souffrir pour lui, en fait. Il transmet tellement bien ce personnage qui est complètement paumé entre la drogue, pas trop de repères, le fait de se transposer, en fait, dans le personnage de Walter White. Il veut sa bénédiction, il a envie d'avoir un papa, en fait, tout simplement. Oui, parce qu'il est rejeté par sa famille, ouais. Il est issu d'une famille un peu bourgeoise de Ouais. base, et comme c'est un toxicomane, il est rejeté, et donc il voit une figure paternelle, en fait, pendant longtemps en Walter White. Mais d'ailleurs, Jesse Pinkman et le fils de Walter White ne se croisent jamais. C'est vraiment. Je crois que c'est les seuls personnages dans Je les sais pas si c'est personnages les seuls, principaux. mais j'ai aucune scène en tête. J'ai repensé hier soir, justement, et j'ai l'impression que, justement, c'est vraiment le fils spirituel et le fils biologique. Mais il faut pas que ces deux mondes se rencontrent, en fait. Ouais, c'est la séparation des espaces, quoi, complètement. Et tu parlais du fils de Walter White, qui est aussi, pour moi, vraiment, il a un rôle important dans la série, parce que c'est le personnage qui va d'abord tout le temps défendre son père, voir le côté positif, etc. Même parfois quand, en fait, il n'y a rien de positif à voir. Je crois que c'est le seul personnage qui a tant de positivité dans la série. Il est Tant de très pur. douceur. Il est Ouais. doux aussi. Il a la bonne phrase, la bonne question à chaque fois. Enfin, il arrive par petites touches comme ça. Et dans cet univers où, justement, où après quelques saisons, ça commence à être explosion et meurtre dans tous les sens, il apporte vraiment, justement, une douceur. On ne supporte pas Skyler, mais on adore son fils, Walter Jr. Il va même prendre la défense de son père face à Oui. sa mère. C'est une scène d'ailleurs qui est assez forte dans la série. Et, donc il joue un personnage handicapé, mais il est lui-même atteint de ce handicap, si je ne dis pas de Oui. bêtises. Mais moins que Oui. oui, il a exagéré son handicap et les symptômes pour la série. Mais même ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire faire un personnage handicapé joué par une personne atteinte de ce handicap, c'est vraiment aussi là où tout à l'heure tu parlais de réalisme, etc., de la part de Vince Gilligan dans l'écriture et dans ce qu'il veut retransmettre. Là aussi, ça se ressent. C'est vrai. C'est quelque chose de... C'est pas du hasard, quoi. Et après, Rien n'est au hasard avec voilà, Vince Gilligan. rien n'est au hasard. On va y venir un petit peu après. Mais après, on a une galerie de personnages de malades. On parlait de Skylar. Skylar, c'est la mère de famille, la femme de Walter White, qui finalement est détestable de par son comportement au premier abord. Mais comme tu le disais, Alison, en vrai, elle a raison, quoi. Complètement. Vous avez aimé la détester ? Mais bien sûr, c'est... En fait, le truc, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, c'est qu'on suit Walter, on suit ses actions et on a envie qu'il y arrive, alors que nous aussi, on est embarqués dans ce truc et en même temps, on sait que ce qu'il fait, c'est absolument n'importe quoi et c'est juste terrible. Et finalement, elle, c'est juste, elle est là pour un peu mettre des petits obstacles sur son chemin. Donc nous, on en a marre de ces obstacles, on veut que ça dégage. Hop, donc forcément, elle nous énerve, quoi. Et le problème, c'est que finalement, elle a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où elle est un peu insupportable, mais il faut aussi se mettre à sa place 2 minutes. Elle est enceinte, son mari est malade, alors il lui cache un moment, mais en tout cas, elle apprend tout ça, et c'est juste terrible, en fait. Elle se rend compte que c'est juste... elle veut juste protéger sa famille, en fait. C'est la seule chose qu'elle fait. Elle va finir par accepter. C'est ce qui est fou dans ce personnage aussi, c'est qu'à un moment, elle dit « Ok, vas-y, on lance un car wash, je te suis dans ton délire, on verra où ça va », jusqu'au moment où elle lui montre les millions de billets dont ils ne savent même plus quoi faire, puisque au bout d'un moment, cette affaire marche très très bien. Enfin, elle fait office de filet de secours, en fait. C'est elle qui est obligée, qui doit se réveiller en se disant, ce matin, il va falloir que j'explique à mon mari que là, il a été trop loin, tout en ne pourrissant pas son image auprès de mon fils et en m'occupant de la petite dans la journée. C'est toute une batterie de personnages autour de Walter White dans sa vie d'homme, de prof de chimie. On a Hank aussi, on a la sœur de Skyler, Marie. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur Hank, qui est donc l'agent qui est le beau-frère de Walter White, agent de la DEA, des stupes, qui est d'abord l'acteur. En vrai, c'est un second rôle incroyable qu'on a pu voir dans énormément de films au cours des années 80-90. Je pense à Total Recall, par exemple, ou je crois c'est pas Le Fugitif, il a joué dans Terminator 2, il a joué dans plein de films, vraiment. Mais en fait, on retient que ce rôle. Parce qu'il est incroyable.
il est fou. C'est-à-dire que c'est un rôle qui va prendre vraiment de l'importance au fil des saisons. Marc Aurèle, tu peux nous parler un petit peu de ce personnage qui... Il est... c'est vrai qu'au on va dire, la première moitié de la série, il est un peu bourrin. Par rapport, du coup, à son beau-frère... C'est le jeu du chat et de la souris entre lui et Heisenberg. C'est ça, mais même sur l'heure, en fait, au début, on se dit, il est là, il est un peu lourd, il est bourrin, il est avec son pote, il fait des blagues... Et on sent, en fait, qu'il y a une forme, qu'il est écrasé. En fait, qu'il écrase aussi Walter White dans leur famille. C'est-à-dire, s'il y a un chef de famille, un petit peu, dans cette famille-là, au début, c'est Hank, en fait, parce que c'est lui qui a réussi, il est bon. Et puis, en fait, au fur et à mesure que Walt devient Heisenberg... Hank, il va devenir obsédé par l'homme qui poursuit, en tout cas, enfin la bloumette, quoi. Et c'est grâce à Walt qu'il va devenir aussi un super agent, quelqu'un de très protecteur. En fait, plus la série avance, plus il est bon et plus il est juste dans son attitude. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on sait dès le début que Walt est très écrit, évidemment. Mais en fait, dans la série, on voit qu'au fur et à mesure, Hank il prend une place et il prend une profondeur qu'on ne pouvait pas du tout anticiper. Voilà, c'est ça. Après, bon, on va pas faire personnage par personnage, il nous reste 10 minutes, mais on pourrait parler de Saul Goodman, qui est incroyable, évidemment, et qui a le droit à son spin-off. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais pour moi, il faut absolument le voir. Peut-être qu'on fera dans la légende sur Better Call Saul, hein. Ça vaut le coup. Je pense. J'aimerais qu'on s'attarde aussi sur les méchants, parce qu'il n'y a pas un méchant dans Breaking Bad, mais il y en a plusieurs, et ils ont tous vraiment un aspect différent, une importance différente, et aussi un charisme qui est différent, mais toujours présent. Alison, tu parlais de Gustavo Frings, qui est peut-être le plus emblématique, hein. Sincèrement, oui, c'est le plus emblématique de tous les méchants. Enfin, pas de tous les méchants de série, mais c'est vrai qu'en termes de cartel, il en impose justement parce que... il est à contre-emploi aussi. Il est complètement... Enfin, c'est l'alter ego de Walter White dans ce domaine-là. Et justement, on commence la saison avec Tuco, qui est un hystérique, qui tape tout ce qu'il voit, et qui a un respect infini pour son grand-père, heureusement, parce que sinon, il l'aurait clairement éclaté. Mais on est justement sur ce truc où on se dit, Walter White va l'avoir sur l'intelligence, Tuco, alors que l'autre est un bourrin. Et ensuite, on arrive enfin à Gus Fring, qui vend du poulet frit en plus, donc comment ne pas l'aimer, et qui est parfait, qui est minutieux, qui a tous ses contacts, qui est réfléchi, qui est bien installé aussi dans le Nouveau-Mexique, on le connaît pour ça. Donc il a un impact énorme, et en fait on se rend compte aussi que c'est vraiment une partie d'échec, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des méchants contre d'autres méchants pour pouvoir les détruire, parce que Walter White ne va pas s'en sortir tout seul. Finalement, on a aussi Danny Trejo qui débarque... Enfin, bon, moi, quand il y a Danny Trejo, je suis ravie. Oui. Donc, voilà. On a les jumeaux Salamanca, je crois. C'est ça. Enfin, on a plein de méchants qui arrivent comme ça par touche. Et on a effectivement Gus qui les surplombe tous parce qu'il est d'un calme olympien et d'une stratégie toujours... Il a 4 coups d'avance à chaque fois, quoi. Mais là où il est très fort aussi, c'est à quel point... Enfin, moi, ma scène préférée, je pense, de tout Breaking Bad, et pourtant, elle peut être assez anecdotique, mais c'est la première scène où on voit Gus Fring, parce qu'il a une douceur dans les yeux et dans le visage, et vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. On n'imagine pas un instant. Complètement fou. C'est pas du tout lui. C'est pas possible. Il s'est trompé. Et en fait, d'un seul coup, quand il voit qu'il n'y a plus personne autour, il lui dit juste, vous n'êtes pas comme moi, et on va pas travailler ensemble parce qu'on peut pas faire de business ensemble. Là, il a le regard, mais vraiment, mais c'est en un claquement de doigts, c'est glacial. Et on se dit, mais c'est ça que j'adore dans ce personnage, c'est vraiment à quel point il peut être doux, et on se dit, mais il est trop mignon, c'est pas possible. Et d'un seul coup, il est, mais vraiment, le pire méchant qu'on a vu. Enfin, moi, c'est vraiment, je pense que c'est mon personnage préféré de l'histoire de la série en général. Parce que vraiment, j'ai un amour fou pour Gus Fring, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas le poulet frit en plus, mais en tout cas, je le trouve vraiment incroyable, quoi. Il a une méthode, en fait, il a toujours une routine. Et donc quand les scènes prennent le temps de montrer sa routine, c'est incroyable. C'est-à-dire, même cinématographiquement parlant, il y a notamment une scène où Walt et Jesse sont retenus et ils ont très peur de mourir. Et donc on voit Gus qui arrive et qui fait sa routine, toujours qui consiste à enlever, mais très délicatement, ses lunettes, sa veste, enfiler une combinaison, aller faire des saloperies et puis revenir et dans le même rythme enlever sa combinaison, limite stoïque, remettre quoi. C'est ça, et c'est ça qui est effrayant
d'horreur, quoi. C'est-à-dire que cet homme-là, on dirait qu'il n'a strictement aucune émotion, jamais, et que tout est optimisé. Et c'est aussi pour ça que Walter, en fait, l'admire pendant toute une partie de leur relation. Et ce qui est marrant pour Gus, c'est que il semblerait que Tuco, donc Raymond Cruz, devait avoir plus un arc narratif plus développé, et qu'en fait, il a appris après, il a dû partir sur une autre série, qui était, je crois, du coup, The Closer, parce qu'il avait un rôle principal dans cette série, et que c'est suite à ce Tuco, raccourci, qu'ils ont eu l'idée de créer Gus. D'accord. Et d'écrire Gus et en fait de le faire à l'opposé total de Tuco, c'est-à-dire pas calme, le chien fou. Réfléchi. Et plutôt, mais c'est génial parce que plutôt que d'avoir Walter White contre les Salamanca, point, on a Walter White contre les Salamanca qui eux-mêmes en fait sont contre Gus, et donc on se retrouve en fait longtemps dans un Mexican standoff, quoi. C'est-à-dire ils sont trois et ils se tournent les uns autour des autres et ils s'utilisent pour affaiblir Gus, pour affaiblir les Salamanca. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi une des forces pour moi de Breaking Bad, c'est qu'on n'est pas juste dans une série policière, on n'est pas juste dans une série d'action, pas du tout, on n'est pas juste dans un drama, on est dans un mélange de genres incroyable, et peut-être même qui n'a jamais été répercuté de cette manière-là dans l'histoire de la série télévisée. C'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde dans Breaking Bad. Il y a même de l'humour, pour le coup. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour, mais ça aussi c'est très important, c'est de le préciser. L'humour arrive parfois pour dédramatiser certaines choses où tu dis, on est parfois en apnée. Et là, on a un personnage, le pote à Jesse, par exemple, ou Saul Goodman, qui va dédramatiser un truc et qui va te faire respirer. Et en fait, c'est pour mieux replonger par la suite. Ça aussi, c'est utilisé avec parcimonie, on va dire. Complètement. Et c'est vrai que pour le coup, Breaking Bad, là où c'est aussi très fort, c'est dans toute cette direction artistique et le fait de ne pas s'arrêter sur on fait un drame et donc c'est terrible, c'est affreux. À la place, on est vraiment dans un espèce de panel de plein de choses. Et on en parlait un peu tout à l'heure, il y a un côté très frère Cohen aussi dans certaines scènes qui sont complètement absurdes. Il y a un côté très Tarantino dans d'autres scènes qui sont vraiment dans le désert, ou même il y a des clins d'œil très directs à Pulp Fiction. Entre autres, oui. Quand on a un plan du coffre avec les deux osios qui ouvrent le coffre comme ça et on voit leur tête, c'est très clairement Pulp Fiction. Enfin, il y a beaucoup aussi de clins d'œil au cinéma, et c'est pour ça qu'Alison a raison quand elle dit que c'est la série qui met d'accord aussi les cinéphiles. C'est que là-dessus... Il y a un esthétisme, une précision dans la réalisation, et même une foule de détails, notamment avec les éléments du tableau périodique, ce que ça représente, etc. On ne va pas le faire, parce que ça a été fait 1000 fois, mais tout a un sens. Même le nombre d'épisodes a un sens. On peut assembler, c'est un véritable puzzle que les gens peuvent s'amuser à reconstituer une fois la série regardée, parce qu'en fait, on apprend encore des choses une fois qu'on l'a vu. C'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'on se demande comment il fait. Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler de Jenny, parce que tu ne peux pas penser à tout ça. Et en fait, tu as l'impression que c'est comme s'il avait une espèce de toile. Tout est tissé et tout se rejoint, mais parfaitement, tout a un sens. Il n'y a pas de truc où on se dit, mais attends, c'est pas possible, pourquoi il y a eu ça? Tout est expliqué, et vraiment, pour le coup, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est dommage, mais dans Better Call Saul, c'est quelque chose qui est magnifique, c'est que vraiment... Mais parlons-en, j'ai envie de te dire, parlons-en. Allez. Concluons l'émission là-dessus, parce qu'il y a eu un spin-off incroyable qui est encore en cours, Better Call Saul, et on a eu aussi El Camino, qui... Oui. Donc voilà, c'est un peu le pire et le meilleur, on va pas se mentir. Soyons unanimes tout de suite, El Camino, on passe. C'est pas nécessaire, en fait. C'était gentil de passer par. C'était sympa. C'était Voilà, sympa de venir. C'est sympa de pouvoir... Merci, mais non merci. Ouais. Voilà. C'est ça. Jesse, il s'en prend tellement plein la gueule dans Breaking Bad que c'était sympa d'offrir à son personnage... Ouais, ça fait du bien, quoi, ça rassure un Parce peu. que, Ouais, ouais. mais je préférais l'imaginer, moi. J'avais pas envie Moi de aussi, le voir. ouais, pareil. Pour moi, Breaking Bad, C'est un peu la c'est même parfait chose. parce que la fin, c'est à nous. On se retrouve face à cette fin qui, je trouve, absolument parfaite. Et c'était à nous de réfléchir à qu'est-ce qui peut se passer pour lui et machin et trucs. Qui a été très troublante, un peu à l'instar de la fin des Sopranos, par exemple, Ouais. Où on se laisse un Ouais, mais petit c'est peu... une belle fin, c'est Je suis bien d'accord. ficelé. Le paquet cadeau est parfait. Enfin, D'ailleurs, justement, il y a des réponses qu'on ne voulait pas trop Voilà, avoir. et je rebondis là-dessus sur la fin. Il y a eu plusieurs fins alternatives racontées par Vince Gilligan, dont une où en fait Walter White serait en fait Hal de Malcolm, Il se réveille. et où il se réveillerait aux côtés de Loïs en disant j'ai fait un rêve, j'étais un dealer de meth. Et la scène a été tournée d'ailleurs par les acteurs. La scène a été tournée, donc c'est assez incroyable. Ouais. Maintenant, concluons en parlant un petit peu de Better Call Saul, qui est pour certains même encore mieux que Breaking Bad. Oui.
peut-être pas non plus. Mais On verra C'est partagé. on verra à la fin. il faut mais attendre qu'elle se termine. En fait, on peut pas dire ça alors qu'elle n'est pas Non, on peut finie. pas, oui. C'est quand même en très bonne voie. Je pense que j'arriverai pas à dire que c'est meilleur, mais en tout cas, c'est aussi bon et c'est là où c'est incroyable. dans Et Better différent, Call c'est aussi bon, Saul. mais c'est en ça. même temps tellement différent. C'est plus tant un spin-off finalement. La série, elle a son propre chemin et elle a son histoire. Et évidemment, il y a une tonne de clins d'œil et d'easter eggs à Breaking Bad qui fait plaisir. Des destins qui Je se fais partie de croisent. ces gens qui notent des trucs et voilà. J'adore. Mais le truc, c'est qu'effectivement, la série est juste monstrueuse. C'est un chef-d'œuvre en fait. Et la dernière saison monte tellement en puissance qu'on est en train de se dire bon, ok, on peut plus la décrire comme c'est le spin-off de Breaking Bad. Elle a sa propre vie, elle a sa propre voie, son chemin, et elle est en train d'aller très loin, et c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Et moi, j'ai trouvé ça très fort, parce que Saul Goodman, c'était pas franchement mon personnage préféré, pour le coup. J'aimais bien. Je Ouais, l'aimais c'est ce que bien, j'allais mais dire, tu vois, je trouvais une ça série intelligent, sur moi. lui, Oui, disais, bon. tout à fait. Au départ, quand ils ont annoncé une série sur lui, moi je me suis dit, oh là, c'est risqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais en même temps, c'était celui qui avait un business sur le côté, quoi. C'est-à-dire que justement, prendre un Jesse Pinkman, ça aurait pas été intelligent. Prendre Walter Jr., ça aurait pas été intelligent. Enfin, il y a plein de personnages qui étaient déjà trop ancrés dans l'histoire. Lui pouvait avoir justement. Et puis. Le personnage arrive justement comme la valeur un peu humoristique de Breaking Bad. Et en plus, on sent qu'il a un parcours, qu'il a une expérience. Il les aide un peu, justement. Je crois que c'est lui qui les met en contact avec Gus. Enfin, il a déjà pas mal d'expérience dans le métier. Donc, c'était plutôt intelligent de se dire, bon, il a du background, il s'est passé des choses avant que Walter White arrive dans sa vie. Il y a de quoi faire. Et puis ça va se croiser en plus. C'est ça qu'il qui les est fort. connaissait déjà. Donc, on peut retrouver tous ces personnages. On n'en a pas parlé, mais Mike, par exemple, c'est un personnage qui est juste... Enfin, Le flic de Beverly Hills. oui, Enfin, voilà. exact. Et puis ce en que j'ai plus, dit. c'est pareil, il y a énormément de nuances sur ce personnage qui a un amour fou pour sa petite fille. Enfin, donc finalement, foutre tous ces personnages qu'on n'a pas eu le temps de travailler énormément sur Breaking Bad dans une série, puis Saul Goodman, It's Saul Goodman, juste cette référence-là est juste exceptionnelle, quoi. Ça valait au moins 2 saisons. Je suis d'accord avec vous et je suis content qu'on termine sur cette note positive parce que pour tous les fans de Breaking Bad qui seraient un peu en manque et qui n'auraient pas encore sauté le pas vers Better Call Saul, il faut y aller. Hein, C'est clair. Sans aucune équivoque, c'est une excellente série et voilà. Notre émission sur Breaking Bad est terminée. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé votre amour pour cette incroyable œuvre qui est Breaking Bad et pour vous montrer à quel point ça influence le monde et même la France. On va se quitter sur un clip d'amis du 76 de la région de Rouen avec qui ? Eh bien avec notre ami Walter White. Le terrain est miné de billets par milliers. Même si c'est grillé, on reste déterminé. Ça se met à crier, ça va mal se terminer. Même si c'est niqué, devant les boulets, faut tout nier.